Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Microscope en ce samedi 2 septembre. Merci pour votre fidélité une nouvelle fois. Suivez nos émissions bien évidemment sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir revoir vos émissions sur la page YouTube, notamment la rétro-info de la semaine dominée, notamment on va parler du BRICS ce soir, puisque mardi dernier, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie algérienne, donc a animé une conférence dans laquelle notamment il a présenté l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune pour le règlement de la crise au Niger. On va en parler dans la seconde partie de l'émission. Donc Ahmed Attaf a indiqué clairement que le président de la République a orienté l'un des axes de la politique étrangère vers l'Asie centrale et l'Asie, augurant d'un avenir prospère. Il ne faut pas considérer la non-adhésion comme une défaite en parlant du BRICS, vous l'avez compris. L'Algérie dispose toujours de cadres suffisants pour défendre, dit-il clairement, ses intérêts diplomatiques, politiques, stratégiques et économiques, notamment vers la nouvelle orientation, dont je vous le disais à l'instant, vers l'Asie centrale et l'Asie en général. Donc ça, on va y revenir bien évidemment. On va essayer de comprendre pourquoi ici le ministre des Affaires étrangères insiste. Beaucoup ont parlé notamment d'échecs diplomatiques, puisqu'on se souvient pendant plusieurs mois que le président algérien en a fait vraiment une obsession. Il avait dit clairement, notamment, que l'année 2023 serait couronnée notamment par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Et on reviendra sur les mots donc du patron de la diplomatie russe, Lavrov, Sergei Lavrov, qui a dit clairement que voilà, les critères en tout cas importants, c'est d'avoir une certaine position internationale, d'avoir un pays émergent, d'avoir une certaine puissance et un poids important donc sur l'échiquier international. On va y revenir dans un deuxième temps. Donc je vous le disais, cette initiative, notamment présentée, proposée donc par Ahmed Attaf dans le cadre de ce règlement, notamment au Niger, puisque Ahmed Attaf s'est entretenu avec la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, donc Molly Fear, initiative donc règlement de la crise au Niger. On va se poser tout simplement la question comment l'Algérie aujourd'hui, avec cette diplomatie, certains l'appellent voilà, diplomatie schizophrénique, une diplomatie qui navigue à vue. Voilà en tout cas ce qu'a dit clairement Ahmed Attaf. L'appel téléphonique a porté sur les derniers développements de la crise en République du Niger et les perspectives de renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique pour contribuer notamment à la promotion d'une solution politique. On va essayer de comprendre en quoi, effectivement, l'Algérie aujourd'hui peut être clairement médiatrice. Comment peut-elle intervenir, sachant que tout de même, elle a plutôt été ignorée dans le cadre du Mali, dans d'autres pays d'Afrique, ou encore, par exemple, en Syrie. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. En troisième partie, on reviendra tout de même sur la justice suisse qui rattrape donc l'ancien ministre de la Défense, le général Khaled Nezar, puisqu'il est accusé aujourd'hui de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Après 12 ans d'une procédure tumultueuse, l'annonce d'un procès fait renaître l'espoir pour toutes les victimes, nous dit ici, a réagi mardi dernier. Lorsque la nouvelle est tombée, l'ONG Trial, dans le communiqué donc, du ministère public de la Confédération et du procureur général en Suisse, voilà les accusations, les inculpations, avoir pour le moins prouvé, coordonné, encouragé sciemment et délibérément des tortures et autres actes cruels, inhumains ou humiliants, des violations de l'intégrité physique et psychique, nous dit le communiqué, des détentions et condamnations arbitraires ainsi que des exécutions extrajudiciaires en tant que personne influente. Donc en Algérie, en sa qualité de ministre de la Défense et membre du Haut Comité d'État, donc a placé des personnes de confiance, en parlant du général Khaled Nezar, à des positions clés et créé sciemment et délibérément des structures visant à exterminer l'opposition islamiste. Donc on va en parler avec nos invités. Quelques mots tout de même avant de vous présenter mes invités ce soir. On va entendre ici justement, en parlant de cette période de 90, 92, 94, François Gèze, donc un amoureux de l'Algérie, mais surtout de la démocratie et des droits. La meilleure solidarité qu'on puisse apporter au peuple algérien, c'est de dénoncer la complicité des dirigeants français. Une petite minute, on l'écoute et nos invités juste derrière.
Il y a une espèce il y a une maladie algérienne de la France. La France est malade de son histoire algérienne, qu'elle n'arrive pas à regarder en face, qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle n'arrive pas à connaître. Et c'est ce qui fait que, dans les années 90, au moment de la sale guerre contre les civils déclenchée par le régime après le coup d'État de janvier 92, eh bien, elle est tombée, les médias français, la classe politique française, une bonne partie de l'opinion française est tombée dans le panneau de la désinformation organisée par la police politique du régime algérien, qui présentait cette guerre comme une guerre civile, comme une guerre entre les vilains barbus, les vilains islamistes qui voulaient mettre le pays à feu et à sang, et les militaires républicains qui voulaient sauver la démocratie, alors qu'en vérité, c'était une guerre contre les civils, contre les islamistes, bien entendu, ceux qui avaient voté pour le Front islamique du salut en décembre 91, mais c'était surtout une guerre contre l'ensemble de la population, qu'il s'agissait de mettre au pas. Et ça a été fait avec des méthodes absolument effroyables, de sale guerre, comme les Français l'avaient fait en Indochine, en Algérie même, comme les militaires argentins l'avaient fait en Argentine dans les années 70. Torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, voilà. Et ça a été effacé des représentations en France, au moins pendant, je dirais, de 92 à 96, personne n'en parlait. Nous étions qu'une petite poignée d'opposants, de défenseurs des droits de l'homme qui dénoncions ces violations sans être entendus. Après, avec les grands massacres de 97-98, tout d'un coup, les gens commençaient à se poser des questions. Mais disons que la reconnaissance pleine et entière de ce qu'a été cette guerre contre les civils, à ce jour, plus de 20 ans après, n'existe toujours pas en France. Voilà, François Gez, c'était ses obsèques ce matin. El Magharibia a été présente, bien évidemment. On aura le plaisir de vous diffuser quelques images dans les heures qui suivent. Abderrahim Moussawar, merci d'être avec nous, enseignant, militant politique. Vous étiez là d'ailleurs cette semaine. C'était important de vous avoir aussi pour la rétro-info. En ce samedi, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de El Magharibia. Bonsoir à l'équipe technique et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Je sais que vous avez rendu hommage à François Gez. Vous étiez d'ailleurs ce matin, on s'est croisés aux obsèques en région parisienne. On y reviendra en fin d'émission. Vous pourrez dire bien évidemment une nouvelle fois deux mots. Kamel Mortefi, militant politique, merci d'être avec nous. Vous êtes au Canada. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à votre invité, à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Magharibia. Merci. Merci infiniment à tous les deux. Et devrait en fin d'émission, pour 5 minutes, devrait venir nous rejoindre Tahar Sisri pour justement nous parler 2 minutes de cet hommage qui aura lieu demain, place de la République, parce que tout de même le Hirak continue, toujours présent, chacun à sa manière. Certains militent sur les réseaux sociaux et certains sont encore sur le terrain. Abderrahim Moussawar, je vais commencer par vous, par ce premier axe de la soirée. Ahmed Attaf, donc ministre des Affaires étrangères, donc a animé cette conférence. On va y revenir dans un instant où il parle de cette initiative donc que propose le président de la République pour régler notamment ce qui se passe au Niger. Mais dans un premier temps, il dit clairement, voilà, il ne faut pas considérer la non-adhésion comme donc aux BRICS comme une défaite. L'Algérie dispose toujours des cadres suffisants. On a longtemps évoqué tout de même, Lavrov, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais voilà, on a longuement évoqué cet échec diplomatique. Il persiste, le président, le ministre des Affaires étrangères persiste. Comment vous lisez cette sortie ? À mon avis, ce que j'aperçois en même titre que des compatriotes en Algérie ou ailleurs, c'est que il est vrai qu'aujourd'hui personne ne peut négliger ou renier plutôt la sensibilité de la question géopolitique aujourd'hui. Les positionnements devraient se faire. On remarque qu'il y a une volonté d'une multipolarisation internationale aujourd'hui pour sortir un peu de l'hégémonie de l'Occident, des États-Unis en première position. Mais ce qui est remarquable, c'est que rien ne nous empêche de faire le parallèle entre les déclarations diplomatiques, les mots, les expressions, je dirais même l'audace de nos gouverneurs algériens à dire ce qu'ils voient de meilleur pour les démocraties en Afrique. Si tu me permets, cela me rappelle ce qu'avait dit Boun le lendemain de son élection, une visite qu'il avait effectuée en Italie, sur le territoire où Giugurta avait été emprisonné jusqu'à sa mort, en disant on va s'entraider avec l'Italie pour rétablir la démocratie en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons même une diplomatie qui s'oriente vers l'Asie du Sud, tout en ignorant
carrément ce qu'il se passe en Afrique. L'Algérie est un pays africain, c'est un pays qui se trouve au nord de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est intimement lié à l'avenir de l'Algérie et vice-versa. Donc aujourd'hui, en disant le BRICS, on n'a pas été choisi, on n'a pas été, je dirais pas sélectionné, mais l'Algérie n'a pas adhéré au BRICS, mais tout de même, elle continue de financer la banque de Shanghai, en disant aussi les pays du BRICS, ce sont tous nos alliés, nos amis. Mais lorsqu'on a des alliés, lorsqu'on a des amis, il me semble que la moindre des choses, c'est d'être accepté dans le groupe. Mais rien n'augure, c'est-à-dire il n'y a pas de satisfaction concernant la politique menée par le système néocolonial en Algérie. Je disais tout à l'heure, il fallait regarder à chaque fois ce qu'il se passe dans le pays. Aujourd'hui, ces spéculations, la continuité de vendre du rêve au peuple algérien, comme quoi ce n'est qu'une étape, nous allons continuer à travailler avec la banque de Shanghai, les pays des BRICS sont nos amis, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Le peuple algérien, ce n'est pas ce dont il a besoin jusqu'à présent pour le moment. Il a besoin d'une bonne gouvernance, il a besoin d'un pouvoir local basé sur la transparence, basé sur la lutte contre la corruption, basé sur le respect des libertés. C'est ça la question qui doit être posée aujourd'hui. Or, on a toujours eu un système qui a fait du tout sécuritaire et des alliances hasardeuses avec l'Orient ou avec l'Occident son cheval de bataille. Je vais redonner la parole dans un instant donner la parole à Kamel Mortefi, mais rester peut-être un peu dans la même trajectoire. On aurait pu avoir ici un ministre des Affaires étrangères qui se remet en question, qui souhaite repartir sur d'autres bases en disant c'est peut-être pas le bon moment, effectivement, que le président, après concertation avec le président algérien, on a revu un peu à la baisse nos ambitions. Les Algériens aussi n'ont pas eu cette chance d'avoir des débats animés en télévision avec des personnes pour, contre, des partis politiques, des économistes. Mais effectivement, ce que vous soulevez, cette légitimité que recherche le peuple, cette confiance que recherche le peuple, c'est la rentrée bientôt. On a l'impression qu'il y a tout de même deux mondes. Il y a ce pouvoir et sa diplomatie, et il y a le peuple algérien d'un côté. Absolument, le peuple, il est dans une rive et le pouvoir algérien, on est dans une autre. C'est ça la problématique aujourd'hui. Or, pour avoir un mot qui serait écouté, qui serait respecté à l'international, il faut avoir derrière soi un peuple qui accepte la politique du gouvernement. Aujourd'hui, en Algérie, c'est vrai qu'on parle d'un système global, mais si on se base un petit peu sur les déclarations du gouvernement, des diplomates, du président de la République, on a l'impression qu'il tourne le dos à toute une réalité sociale, économique, culturelle, politique en Algérie. Ils auraient pu tout simplement être sincères, dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous n'avons pas été acceptés. Peut-être il serait temps de revoir ces copies. Depuis 4 ans que le Hirak a commencé en Algérie, le pouvoir a eu la chance de sa vie de se remettre en question, de se poser la question suivante. Et si j'ouvrais les portes de négociation, de discussion avec mon peuple, sachant qu'en Algérie ou ailleurs, des Algériens, il y a des cadres, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a des spécialistes qui peuvent aider, qui peuvent proposer. C'est ce que fait le peuple algérien depuis toujours. Mais nous avons un système qui fait la sourde oreille quant aux revendications historiques et légitimes du peuple, mais qui veut avoir une visibilité internationale, quitte à ce qu'il se base sur le mensonge, sur le rêve qui ne se réalise jamais, celui de chercher un autre patron. Merci, restez avec nous, Abdelrahim Moussawal. Kamel Mortefi vient d'évoquer parmi un peu les annonces qui ont été faites. Ahmed Attaf a aussi évoqué la continuité des efforts de l'Algérie pour rejoindre la nouvelle banque de développement, donc la NBD des BRICS, et l'organisation de coopération de Shanghai, rappelant sa contribution au capital, notamment de la banque de Shanghai, pour l'investissement dans les infrastructures. Alors c'est vrai que c'est bien beau tout ça, mais il y a d'un côté cette Algérie,
Et puis, il ne faut pas rappeler aussi qu'au mois d'août dernier, le président algérien a revu un peu ses ambitions à la baisse. Il a dit clairement, prenons notre temps. Déjà, avoir un poste, enfin une place de membre observateur, c'est déjà une réussite. En l'occurrence, il y a voilà, niente, hein. Vraiment, l'Algérie ressort bredouille, pour reprendre le mot de certaines presses. Oui, le pouvoir, il est en train il est dans la réaction par rapport à l'échec qu'il a essuyé suite à sa demande d'adhésion au BRICS. D'ailleurs, il faut le remarquer, il a pris du temps, hein, ça a pris une semaine pour qu'il réagisse, parce qu'il faut qu'il digère à l'intérieur l'échec, ce revers. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. C'est un désaveu sur la place internationale. C'est parce que là, il faut faire la différence. Ils n'ont pas rejeté l'Algérie, ils ont rejeté un pouvoir. Parce que ce pouvoir, il est allé, si vous vous souvenez, durant le Hirak, quand Bouteflika est parti et un enfant du système tel que Ben Saleh l'avait remplacé comme chef d'État par intérim, il est allé rassurer la Russie pour lui dire « Ne vous inquiétez pas, nous avons une khota pour garder le peuple loin de la décision. » Ils sont revenus. Ils continuent toujours dans la même lancée à dire que nous sommes là, nous contrôlons la situation, faites-nous confiance. Mais c'est ce qui, réellement, ce désaveu au niveau du BRICS est une réponse à toute cette danse du ventre que mène le pouvoir, pas l'État algérien, il faut faire la différence. L'État algérien n'a rien à voir, l'Algérie n'a rien à voir. C'est un pouvoir, c'est une mafia qui a fait le coup d'État au Hirak. Il a pris le pouvoir, il fait la danse du ventre à toutes les puissances mondiales pour leur dire je suis légitime, je contrôle le pays et le peuple, je le contrôle et je le muselle. Regardez, j'ai mis 300 personnes en président, personne ne bouge. Donc ce pouvoir-là, il a reçu la réponse Edouane. On lui a dit on ne veut pas de toi ici. Maintenant, lui, à travers ses chaînes de propagande, à travers sa communication, c'est tout à fait normal, il va dire c'est pas un échec, nous allons adhérer à d'autres. Maintenant, ils vont chercher une association de quartiers de Manhattan, une association de quartiers de Shanghai qui aide les chats à se nourrir et une association non gouvernementale qui s'occupe des ours en voie de disparition. L'Algérie va adhérer juste pour vendre au peuple algérien que nous sommes acceptés à l'international. Maintenant, la question qui se pose, quels seront les dividendes sur le plan économique, sur le plan de développement, quelle est la vision de développement pour l'Algérie? Rien du tout. L'Algérie, le pouvoir algérien, il est toujours en train de jouer sur l'image. Son image à lui, pas l'image de l'Algérie, pour rassurer le peuple, parce qu'il gagne encore. Il y a des Algériens qui veulent encore rester dans la stabilité, tout ça. Et ils disent, voilà, laissez-nous tranquilles, on gagne un salaire, laissez-nous vivre et tout ça. Et le pouvoir essaie de rassurer cette catégorie-là, mais il ne va pas réussir indéfiniment. Et les échecs, ils vont s'accentuer. Malheureusement, on devient la résine du monde à travers ce genre de défilé. C'est un défilé, malheureusement. Et l'on voit des diplomates à l'étranger pour défiler sur la scène internationale et avec des communiqués qui sont vraiment bien décodés par les journaux et l'opinion internationale. Et ça fait mal à nous qui sommes dans la diaspora parce que nous rencontrons des chercheurs, nous rencontrons des journalistes, nous rencontrons des politologues qui rient. Ils rient réellement de ce comportement du pouvoir algérien. Voilà. Je vous garde sur cette nouvelle question et on entame d'ailleurs un peu le deuxième axe, mais on est dans la continuité de la diplomatie. Hein, je le disais tout à l'heure, donc un appel téléphonique a eu lieu avec la secrétaire d'État adjointe américaine, notamment aux affaires africaines, pour cette initiative de règlement de la crise au Niger. Donc, je voudrais vraiment avoir encore une fois votre avis. L'Algérie, effectivement, géographiquement, est très bien placée. C'est une puissance géographique. On nous vante, en tout cas, la diplomatie algérienne, le pouvoir algérien vante cette surpuissance. Ce pays qui avance aussi pas vers l'excellence, qui rencontre du monde, c'est vrai. Il y a une certaine diplomatie qui existe en termes de serrage de main, si je puis me permettre. Mais c'est vrai que c'est une Algérie tout de même, lorsqu'il faut réintégrer des pays au sein de la Ligue arabe, elle est ignorée
alors qu'elle était présidente. Il y a des conflits aujourd'hui avec la Tunisie, la France, le Maroc, les Émirats, l'Espagne. Enfin, c'est un pays apparemment diplomatiquement qui s'isole, donc c'est peut-être une question aussi que je vous pose ici. Elle n'est pas consultée, notamment, voilà, là, ce qui s'est passé au Soudan, ou encore, par exemple, en Libye, au Burkina, par exemple, et puis actuellement donc au Niger. Kamel Mortefi, est-ce qu'on peut croire à un président de la République algérienne avec un ministre des Affaires étrangères qui a passé au téléphone avec l'Amérique en revue les principaux éléments de l'initiative et la vision globale qu'elle porte pour le règlement de la crise au Niger dans ses différentes dimensions, dans le cadre d'une approche participative, encourageant la contribution de toutes les parties intéressées. Ça fait penser un peu aussi à l'Algérie, comment réunir, faire participer le peuple, entre autres. Il y a des parallélismes qui se créent. Donc la contribution de toutes les parties intéressées, tant au niveau intérieur au Niger qu'au niveau régional et international. Kamel Mortefi. Vous savez que cette guerre, cette crise au Niger, ce coup d'État au Niger est la suite logique de la guerre Ukraine-Russe. Nous sommes dans une conjoncture de grands bouleversements de l'ordre mondial. Donc il y a des courants forts sur la scène internationale qui remettent en cause l'ordre mondial actuel. Ils veulent imposer un ordre multipolaire, et c'est à chaque bouleversement, il y a des changements de régime, des changements de vision idéologique dans certains pays. Rappelez-vous de la chute du mur de Berlin, la fragilisation, carrément l'effondrement de l'URSS. Donc, le coran de l'Est, donc le clan de l'Est était fragilisé, et pas mal de pays se sont libérés de leur dictature. L'exemple de la Pologne, l'exemple de l'Afrique du Sud, l'exemple du Chili. C'était des ouvertures démocratiques qui ont eu lieu à la période où le bloc de l'Est est tombé. Donc, ces grands bouleversements apportent aussi des changements à l'intérieur de certains pays instables politiquement, comme l'Algérie. Donc, le pouvoir algérien, il est conscient de ça. Ces grands bouleversements risquent d'emporter le régime actuel au pouvoir. Donc il essaye de négocier sa place, de négocier sa stabilité. Maintenant, appeler les États-Unis pour discuter d'un plan de sortie de crise au Niger, c'est pas le Niger qui intéresse l'Algérie. Nous ne sommes pas d'accord tous sur le fait que l'intervention militaire prônée par certains pays est comme solution, parce que ça va toucher aux frontières algériennes, ça va toucher à la stabilité sécuritaire en Algérie. Ça, tout le monde n'est d'accord avec ça. Mais la gestion diplomatique, la gestion de la crise politique à l'intérieur du Niger, elle ne peut pas se faire de l'extérieur. Il faut respecter la volonté intérieure. Comme l'Algérie aujourd'hui est fière de rejeter la non-ingérence dans ses affaires intérieures, l'Algérie ne doit pas aussi s'ingérer dans les affaires nigériennes. Regarde, comme on propose un plan de 6 mois, l'Algérie a proposé un plan de 6 mois de transition, contrairement au plan de 3 ans préconisé par le régime actuel, les putschistes. Donc l'Algérie propose un plan de 6 mois avec une présidence collégiale supervisée par des personnalités nationales. C'est ce que nous avons proposé en Algérie. Quand Bouteflika est parti, c'est ce que nous avons proposé. Pourquoi il ne l'avait pas appliqué en Algérie? Pourquoi il l'applique au Niger? Pourquoi il le propose au Niger? C'est ce que nous avons proposé en Algérie. Nous avons proposé d'y aller vers une période de transition pour sauver, aller dans une stabilité politique. Mais c'est un régime schizophrène. C'est un pouvoir schizophrène. Et il faut que le peuple sache qu'il n'y a rien d'honnête dans ce qu'il propose. Tout ce qu'il est en train de faire, il faut le rappeler. On continue. On continue. La stabilité du système, parce que dans une joute diplomatique, la diplomatie, c'est l'art d'obtenir le plus de concessions. Et l'Algérie n'est pas allée chercher des concessions aux États-Unis au profit du Niger, mais au profit de son maintien au pouvoir.
Merci. Je reviens à vous dans un instant. On parle de concessions. Alors, il y a cet axe-là, Abderrahim Moussaoued, d'ailleurs, pour reprendre un peu les mots de Kamel Mortefi, la danse du ventre, du pouvoir et de la diplomatie, parce qu'il y a cette question de crédibilité à un moment donné. C'est vrai qu'il y a un pays aujourd'hui qui a été très convoité parce qu'il y a une crise maintenant depuis plus d'un an et qui a généré une crise géostratégique sur notamment des hydrocarbures où l'Algérie a été très convoitée parce qu'elle a quand même cette richesse naturelle, heureusement, qui est notamment le pétrole. Donc il y a cette crédibilité d'un côté, et puis aussi il y a peut-être l'autre question. Alors là on parle des États-Unis, mais il y a aussi les questions de la Chine aujourd'hui. Pour peut-être avoir cette initiative, il y a peut-être aussi la Chine. Mais alors à quel prix? Qu'est-ce que l'Algérie va, pour peut-être avoir ce rapport-là, qu'est-ce qu'elle va donner? Qu'est-ce qu'elle va perdre? Est-ce qu'elle va perdre sa souveraineté encore plus? Selon vous? Perdre sa souveraineté, c'est lorsqu'on l'a en réalité. On a une souveraineté, on peut la perdre suite à des décisions hasardeuses, parfois à des positions catastrophiques. On peut perdre sa souveraineté. Mais il me semble que le régime algérien, aujourd'hui, ce n'est pas la souveraineté qu'il perd parce qu'il ne l'a jamais eue. Mais il y a quelque chose de très important à rappeler, c'est que en parlant aujourd'hui en 2023, de ses propos, de ses interventions, de ses sorties, que ce soit du premier magistrat du pays qui a été désigné en 2019, comme tant d'autres qui l'ont précédé, ou par le ministre des Affaires étrangères, il faut voir aussi le lendemain de l'indépendance, en 1962. L'Algérie a eu l'occasion de voir avec ses enfants, avec son peuple, la possibilité de mettre en place un État de droit, un État basé sur des institutions légitimes, émanant et respectant la volonté populaire, ce qui n'a pas été fait. Au contraire, cette dernière, je parle de la volonté populaire et de la souveraineté du peuple, ont été piétinées, et c'est aussitôt un régime militaro-policier qui s'est mis en place et qui est d'une essence néocoloniale. Cette essence néocoloniale, aujourd'hui, on l'aperçoit clairement dans la mesure où, au lieu, puisqu'on parle d'un pays, d'une Algérie, qui depuis même avant l'indépendance s'était inscrit dans le groupe des pays non alignés. Le non-alignement nous impose de respecter la souveraineté des peuples dans leur pays, nous impose de respecter c'est-à-dire les politiques intérieures du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en allant en Italie en disant on va s'entraider avec l'Italie pour établir la démocratie en Tunisie. Aujourd'hui, ils appellent les États-Unis pour parler de l'avenir du Niger. L'avenir du Niger ne peut être dessiné que par les Nigériens et au-delà de ça, je parle d'un continent qui s'appelle l'Afrique. La défaillance aujourd'hui ou la faille qui s'inscrit dans la continuité, c'est toujours... il est bien de sortir d'une monopolarité ou d'une unipolarité des États-Unis, de l'Occident, de l'OTAN, etc., pour créer d'autres pôles à l'international. Mais à quel prix? Ce ne sera pas fait. Oui, je vous laisse finir, mais on a quand même tout de même une Algérie, une diplomatie, un président qui souhaite vraiment, on parle d'une approche participative, encourageant de la contribution de plusieurs parties régionales, nationales, internationales. C'est quand même un président, qu'on le veuille ou non, il est très, très mal élu, Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui. D'ailleurs, il fait partie des 7 présidents les plus âgés en Afrique. Il est en 7e position. Il a été très mal élu tout de même. Il y a un problème de confiance en politique, de réunion des citoyens, sans entrer d'ailleurs dans les partis, peu importe, mais les citoyens, ils n'arrivent pas à réunir, à fédérer ceci. Alors que là, il propose vraiment ses services avec des grandes puissances mondiales pour essayer de réunir différentes parties et régler un conflit comme il se passe actuellement au Niger. Chaban, à suivre tes propos, on a un président qui en 2019 avait promis de faire des visites dans toutes les wilayas d'Algérie, c'est-à-dire les wilayas de son pays, d'aller rencontrer les citoyennes et les citoyens, qui n'en a jamais fait une seule visite, qui n'est pas sorti de son... D'ailleurs, même lorsqu'il y a eu la visite de Macron entre le 25 et le 28 août de 2022, Macron était sorti tout seul pour avoir un bain de foule à Oran. Aucune trace du président algérien. Ça veut dire qu'à l'intérieur du pays, il n'a aucune légitimité.
il n'a pas visité de wilaya, il ne sait pas, il n'a pas rencontré de citoyens, il se propose comme une alternative dans un pays voisin, c'est-à-dire dans un autre pays. La question des mots, la question des expressions, et ce qui est important, c'est que la question linguistique, elle doit être prise en charge. Aujourd'hui, nous savons que les mots, ils ont des sens. Chaque mot a un sens. Mais il me semble que la dimension linguistique, la dimension discursive utilisée par le pouvoir algérien n'a aucun sens. Il va chercher dans des dictionnaires de géopolitique et de politique internationale pour essayer de nous amadouer avec des mots, avec des expressions qui le dépassent, pour nous faire croire que réellement il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va se faire. Nous regardons la réalité. On ne peut pas aller régler les problèmes à l'étranger lorsque le citoyen de son pays n'a pas de quoi manger, n'arrive pas à s'exprimer librement, n'arrive pas à mener une vie décente, une vie normale, alors nous sommes en 2023. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la légitimité même internationale qu'il n'arrive pas à avoir, aujourd'hui, il cherche seulement à avoir une visibilité. Merci. On passe à la troisième, notamment actualité, qui fait parler d'elle. Juste avant de finir, j'aimerais bien placer un mot par rapport à cette diplomatie algérienne. Très rapidement, je voudrais qu'on évoque le troisième axe. Allez-y. On a une minute rapidement. Parce que l'approche diplomatique algérienne, il faut pas trop. Il y a deux aspects dans cette approche diplomatique dans tous les pays du monde. Vous avez l'approche philosophique vous avez l'aspect philosophique qui est lié au principe traditionnel du pays. Donc, comme la Suisse, c'est un pays neutre et tout ça. Donc, dans sa diplomatie, elle tient compte. Il y a l'aspect stratégique qui est dépendant de la conjoncture, donc d'un gouvernement à un autre. Mais en Algérie, en dehors de l'aspect philosophique, de ce qu'on a hérité de la guerre de libération, de l'appartenance au pays non aligné, mais l'aspect stratégique qui est lié à la conjoncture. Est-ce qu'on a associé le peuple dans cet aspect-là? Personne n'a associé le peuple. Et le peuple ne peut être associé que dans un gouvernement qu'il a élu lui-même. Rappelez-vous l'Espagne. L'Espagne qui a changé de position par rapport au Sahara occidental, elle a été carrément rappelée à l'ordre par son opposition. Donc ça veut dire que cette position-là, elle est dépendante d'un gouvernement, d'un courant politique qui arrive au pouvoir. Mais en Algérie, qui est arrivé au pouvoir depuis? Personne. Le peuple n'a élu personne au pouvoir. C'est des personnes qui décident au nom de l'Algérie. Donc, cet aspect stratégique, normalement, qui est propre, qui est l'attribution propre à un gouvernement élu par le peuple. Mais en Algérie, nous ne sommes pas dans cette catégorie, dans ce cas de figure. Donc, tout ce que fait la diplomatie algérienne, elle le fait contre la volonté populaire. Il faut le rappeler. Nous ne devons pas, si on s'oppose aujourd'hui à une approche diplomatique du gouvernement actuel, nous ne sommes pas des traîtres. Nous sommes des patriotes. Nous sommes contre parce qu'une approche diplomatique, elle appartient à un gouvernement élu par son peuple. Voilà. Merci Kamel Mortefi pour ces quelques précisions. L'actualité, une des actualités cette semaine, c'est mardi dernier, donc la justice suisse qui rattrape donc le général Khaled Nezzar, voilà, notamment pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Je vous en ai donné quelques éléments en début d'émission. La réponse d'Alger, donc jeudi, puisque le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec Ignacio Cassis, le conseiller fédéral. Cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérance. L'indépendance de la justice ne justifie pas l'irresponsabilité et qu'un système judiciaire, quel qu'il soit, s'arroge le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant, que tout soit entrepris pour éviter que cette affaire n'entraîne les relations entre l'Algérie et la Suisse sur la voie de l'indésirable et de l'irréparable. Voilà, on nous parle ici, donc on nous parle Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, avec la même légèreté, la justice suisse procède à une lecture révisionniste de l'histoire de notre pays durant les années 90, des accusations outrancières et infondées. Abderrahim Moussaouer, on a évoqué Nezzar cette semaine, bien évidemment, mais c'est les deux axes principaux qu'on a essayé d'évoquer ensemble, c'était surtout peut-être qu'avec ce procès-là, c'est peut-être le procès de tout un système et c'est aussi une justice étrangère qui donne une petite victoire. Alors, cette question de la comparution de
de Nazar devant le juge en Suisse, il me semble qu'elle doit être prise au sérieux dans la mesure où toute une partie de l'histoire de l'Algérie post-indépendance, notamment celle des années 90, ne doivent se résumer à un seul personnage. Parce que derrière Nazar, il y a tout un système, il y a des acolytes du système, il y a des alliés objectifs du système de part ou d'autre, parce que nous avons eu un système qui s'est fait des démocrates, qui s'est fait des islamistes, qui s'est fait des conservateurs, qui s'est fait des laïcs, etc. Ça veut dire il voulait, d'ailleurs personne n'a oublié ce qu'il voulait montrer à l'international dans les années 90, comme quoi c'est un système qui lutte contre le terrorisme pour avoir une légitimité, mais derrière tout ça, ceux qui payent, c'est toujours le peuple. Concernant les propos de Attaf, qui était lui-même aux commandes dans les années 90, il me semble qu'il était ministre des Affaires étrangères, donc il n'était pas éloigné de Khaled Nazar. On a l'impression que c'est une déclaration de guerre qui est faite à la Suisse. Je rejoins totalement les propos de notre frère Muktefi, qui parlait tout à l'heure de la diplomatie algérienne en disant si on s'oppose à la diplomatie algérienne aujourd'hui, c'est pas que ça ne veut pas dire que l'on s'oppose à l'Algérie, mais c'est parce que nous sommes des compatriotes. Nous ne voulons pas qu'il y ait créé des problèmes diplomatiques, créé des guerres. Ce qui est impressionnant, je vais vite parce qu'il est 19h43, mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que venant d'un ministre des Affaires étrangères en pleine crise, enfin on vient de faire une émission avec vous deux, sur tout ce contexte, cette conjoncture, il y a un dossier qui ressort d'un ancien général, d'un ancien ministre, avec comme un gros dossier, il y a plusieurs questions qui se posent, hein. On espère que la justice va se positionner, mais pourquoi est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères lance de tels propos qui relèvent peut-être même limite un peu d'une cour d'école? Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est un ministre vraiment de prendre la défense d'un ancien Algérien, un ancien général avec tout, je ne sais pas, avoir un peu votre réaction, ne serait-ce que dans la forme? Je pense qu'il tout simplement, il est en train de défendre un de ses dirigeants dans les années 90, lorsque Nazar était aux commandes. Et ils s'inscrivent tous les deux dans le même système qui n'a pas changé depuis le lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, si la justice suisse prend en charge ce dossier, c'est malheureux de le dire, Chaban. Je sais, c'est malheureux de le dire, c'est un peu dur. Mais en l'absence d'un état de droit, en l'absence d'une justice, véritable justice indépendante, libre et indépendante en Algérie, le peuple algérien a besoin qu'il y ait un brin d'espoir. Il a besoin que les responsables de la crise algérienne, des marasmes socio-économiques, politiques dans lesquels l'Algérie a été inscrite depuis longtemps par ce système, ce peuple a besoin d'avoir la vérité. Donc Nazar, qui a comparu déjà devant le juge en 2011, il me semble, en Suisse, il revient aujourd'hui, il passe devant le juge, c'est que tout simplement, le peuple algérien, moi je me place toujours du côté du peuple, veut voir la vérité. Le peuple, il veut que la vérité soit élucidée. C'est malheureux, je comprends, c'est un peu dur, alors que des personnes comme Nazar et tant d'autres, bien sûr, hein, qui ont participé dans le bain de sang dont a été victime le peuple algérien, nous espérons que ces personnalités, ces personnages soient jugés un jour par la justice algérienne. Mais malheureusement, tout est fermé. Le champ médiatique, le champ politique, l'indépendance ou la liberté de la justice n'ont pas lieu en Algérie. Donc l'espoir, c'est que toute personne responsable de quoi que ce soit jugée. Kamel Mortefi, voilà 3 éléments aussi. D'abord, effectivement, cette justice certainement absente, et puis même limite, on est dans le désespoir, parce que je rappelle que ces personnes-là ont été honorées l'été dernier par le président algérien, alors qu'effectivement, elles ont quand même des dossiers entre elles, pour rester un peu correct. Voilà, donc un peu avoir votre réaction. Et puis c'est vrai, comme le disait aussi peut-être Abdelrahman Moussara, c'est tout un système là qui est remis en question. Oui, l'élément essentiel qu'il faut retenir dans cette communication que je qualifie de propagande du ministre des Affaires étrangères, c'est toujours d'associer le système à l'État. L'État n'est pas le système n'est pas l'État. Les systèmes exploitent l'État. Il faut définir les choses. l'État est un ensemble d'institutions qui fonctionnent normalement dans un monde qui fonctionne comme une montre, qui fonctionne correctement. Et l'État, il obéit
aux élus du peuple. Donc, c'est les élus du peuple, c'est le peuple qui décide, c'est la démocratie. Donc, les élus, ce sont le président, le parlement et ce qui s'ensuit. Donc, c'est les élus qui font fonctionner l'État. L'État est une administration qui répond aux besoins de la population. Ça se résume à cela. On ne va pas faire dans les sciences administratives pour aller dans une définition académique. Mais le système, il associe toujours le système à l'État. L'affaire de Nezar en Suisse n'est pas une atteinte à l'État, n'est aucunement une atteinte à l'État. Il faut séparer l'État de cette affaire-là. Maintenant, Nezar, il a fait des choses, il doit répondre devant la justice, comme tout le monde. Et ma position en tant que militant politique, dans cette situation post-Hirak, c'est-à-dire post-22 février 2019, on a toujours dit de laisser ces affaires des années 90 à une justice. Nous ne disposons pas de toutes les informations et il ne faut pas se laisser manipuler par des avis et des lectures à tort et à travers. Maintenant, revenons aux déclarations de Attaf. Attaf, il fait partie d'un système. Et le système ne sacrifie jamais ses enfants fidèles. Ce que fait actuellement le pouvoir en Algérie envers Nezar, il est venu sauver un enfant du système. Ils font tous partie du système. Nezar, en dehors des crimes qu'on peut lui coller durant les années 90 et tout ça, il faisait partie des gens qui ont refusé la voie démocratique au peuple algérien. Admettons que le fils était un danger. Nous avons dissous le fils, nous avons enlevé au fils le pouvoir, nous avons ceci, cela. Mais pourquoi nous avons tardé à redonner le pouvoir au peuple? Pourquoi nous avons refusé d'aller vers un système démocratique? Le peuple était prêt. On avait des partis politiques qu'il fallait juste encadrer, plus encadrer dans une constitution, avec des lois, si on voulait bien faire les choses. Mais non, parce que c'est un système qui veut gérer l'Algérie avec une mentalité clanique pour défendre les intérêts des gens au pouvoir. Et Nezar en fait partie. Maintenant, est-ce qu'il faut faire son procès en Algérie? Est-ce qu'il faut faire son procès en Suisse et tout ça? Je ne rentrerai pas dans ces considérations parce qu'il y a des jeux politiques auxquels je ne suis pas associé, je ne suis pas au courant de tout ça. Mais il reste une chose à dire, que l'affaire de Nezar n'est pas une affaire de l'État algérien, c'est une affaire du système, c'est une affaire d'individus qui ont géré. C'est une question. Voilà. C'est comme ça que je le résume. Merci Kamel Mortefi. C'est une question qu'on s'est posée effectivement cette semaine. Je vais demander à la rédaction vraiment de me pardonner. On va prendre 3 minutes. On a réussi à joindre Tahar Sisri. Merci l'équipe en régie. Un mot, cher Tahar Sisri. Demain, donc hommage, place de la République, notamment pour François Gèze. Alors vous êtes peut-être en mute. Parce que vous êtes en mute. Voilà. Oui, allez-y, on vous entend. Donc, je disais, merci de m'avoir accordé en fait la possibilité d'appeler un rassemblement à la place de la République justement pour rendre hommage à un grand homme, un militant qui a milité en fait une partie de sa vie, même si il n'est pas algérien, mais il a milité quand même pour l'Algérie, qui est François Gèze, l'ami fidèle de Hussein Ait Ahmed. Donc, on a assisté aujourd'hui à son enterrement. Il y avait beaucoup de militants. On était content en fait de voir que les militants sont reconnaissants envers un homme qui s'est battu avec tous les opposants algériens justement contre le pouvoir totalitaire. Donc, le collectif a fait le choix justement de rendre hommage à cet homme, tout simplement parce que cet homme a lutté, non pas seulement pour l'Algérie, hein, il a lutté pour les Chiliens, contre Pinochet, il a lutté aussi en fait dans plusieurs pays d'Amérique du Nord, d'Amérique. Donc c'est important aujourd'hui de lui rendre hommage, grand hommage. Donc nous, on a fait le choix justement d'organiser un grand rassemblement à la place de la République pour dire merci à François Gèze, merci pour tout le travail que vous avez fait. Et tout le monde se rappelle d'une phrase que
que le criminel Khaled Nazzar a utilisé en disant que la personne qui n'arrête pas de m'attaquer et la personne qui a tout fait contre moi en France s'appelle François Gez. C'est l'ennemi numéro 1 de la junte militaire et de la propagande de la junte, parce que les années 90, la junte militaire, un certain nombre, et BHL et compagnie, ont tenté par tous les moyens en France, en fait, de faire une propagande, une fausse, de faire circuler, en fait, de fausses informations, l'intox. Donc, grâce à ces militants-là, grâce à François Gez, grâce à José Garçon, grâce à un certain nombre de militants qui étaient là justement pour contrer ces propagandes et faire en sorte de donner la version exacte de ce que d'une guerre contre les civils en Algérie. Merci infiniment. On l'a écouté. À la place de la République. Place de la République demain, comme d'habitude, et en tout cas, vous ne ratez pas un dimanche. Voilà, on le souligne. Aura jamais assez. Vous avez assisté aussi à la conférence cet après-midi. Abderrahim, merci infiniment, Moussawa, d'avoir été avec nous. Vous avez rendu hommage cette semaine aussi à François Gez. Je lis juste vos mots. Un ami de l'Algérie, du peuple algérien et du Hirak nous a quittés donc à l'âge de 75 ans. À travers ses écrits, ses interventions et les livres qu'il a édités, il a toujours lutté pour que la vérité puisse voir le jour en Algérie. Pour moi, le Français qu'il était est aussi un Algérien de cœur et d'âme. Voilà les mots d'Abderrahim Moussawa sur vos réseaux sociaux. Kamel Mortefi, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. L'équipe en régie, merci. Demain soir, je vous aurai le plaisir de retrouver mon ami, confrère Nasser Djoudi. Dans un instant, c'est El Omr et c'est notre consoeur, sœur et collègue Daloula qui est aux commandes, si je ne me trompe pas. Bonne soirée à tous.